Donc je suis vraiment quelqu'un du terrain et c'est cette expérience du terrain que je voudrais vous raconter. C'est vraiment un témoignage de quelqu'un qui a pratiqué et vous allez comprendre que j'ai pratiqué toute ma vie l'évertisme. Bon, ça c'est un peu les chapitres que je vais parcourir. Hein. Alors, donc, vous verrez apparaître sur chacune des diapositives que je vais présenter ce petit logo. En fait, ça me représente. Et donc, vous savez que je suis né en 1949 et que nous sommes en 2017. Donc ça vous permettra de voir, de comprendre le témoignage que je fais. Est-ce que c'est un témoignage d'un jeune enfant qui a vu son père pratiquer l'évertisme, ou est-ce que c'est le témoignage d'un adulte qui enseigne et qui pratique l'évertisme? En fait, je suis comme ce personnage. Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit, et moi je suis tombé dans la potion magique de l'évertisme quand j'étais petit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon père, donc je vous présente ici une photographie de mon père, que mon père m'a enseigné l'évertisme. Mon père donc est né en 1913, il est décédé en 1986, et donc il a eu un premier contact avec l'évertisme lorsqu'il était, on dit chez nous en Belgique, aux humanités, ça veut dire chez vous pendant le baccalauréat, si je peux faire un parallèle. Il est un professeur d'éducation physique qui, par je ne sais quel mystère, ça je ne pourrais pas vous répondre, connaît l'évertisme. Il s'appelle Gaston Etienne. Et il entraîne mon père vers l'athlétisme, mais à ce moment-là, donc mon père ne sait pas très bien ce que c'est que l'évertisme, mais il pratique le demi-fond dans un centre d'athlétisme. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes athlètes qui faisaient du demi-fond à l'époque ou qui faisaient de l'athlétisme s'entraînaient déjà suivant la méthode naturelle de Georges Hébert. Mon père est très intéressé par ça et il va suivre des cours de moniteur en athlétisme, et là il rencontre un certain monsieur Dejean qui est aussi donc un des passeurs, certainement le premier passeur en tout cas, d'après les recherches que Pierre a pu faire, le premier passeur de l'évertisme en Belgique. La guerre éclate en 1940 et mon père est fait prisonnier en Allemagne. En Allemagne, donc, il est parti avec cette idée de connaissance de l'évertisme et il se fait envoyer par la Croix-Rouge de Belgique les bouquins d'Hébert et il étudie dans les bouquins d'Hébert, il commence à faire ses premières recherches. En captivité avec deux amis prisonniers de guerre comme lui, il écrit un bouquin dont vous voyez la couverture ici, donc un bouquin qui s'appelle « Santé, joie de vivre », qui est un bouquin qui reprend toute une série de leçons d'évertisme pour des jeunes enfants. Quand il rentre de captivité, en 1945, donc un peu après, il va suivre les cours chez Hébert, et donc il a connu l'enseignement d'Hébert. J'imagine que c'est ça qui m'a retransmis. On peut l'espérer. Alors, ce que j'aimerais vous faire comprendre dans mon exposé, c'est que en 70 ans d'évertisme en Belgique, les choses ont évolué, ne sont pas restées comme elles étaient. Par contre, ce qui est resté, c'est ce que nous pensons qui est resté, c'est le message d'Hébert. Nous avons essayé de garder, pendant toutes ces longues années où nous avons pratiqué, nous avons essayé de garder le message d'Hébert aussi pur que possible. Et j'appelle ça le cadeau d'Hébert, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque nous formons des moniteurs en évertisme, nous avons un moyen mnémotechnique simple pour leur faire comprendre
les règles de conduite de la leçon. Et ce mot, c'est cadeau. Donc j'appelle ça le cadeau d'Hébert, et vous allez comprendre. Donc chaque première lettre du mot cadeau a une signification pour nous. On en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé donc, de l'aspect foncier de la méthode. On développe le cœur et les poumons. Donc c'est la continuité. On ne fait pas d'exercice sur place. Ça c'est le premier principe. L'alternance. Ceux qui ont suivi la leçon ce matin, je vous ai montré à certains moments des exercices en extension, des exercices en flexion. Je vous ai montré des exercices qui faisaient augmenter la fréquence cardiaque et puis d'autres qui la faisaient descendre. Et je m'ont dit qu'un exercice de bras suivait un exercice des jambes. Donc c'est ça que j'appelle l'alternance. Alternance des mouvements. Point qui est pour moi d'une importance capitale, c'est le dosage. Vous êtes venus, ceux qui sont venus à la leçon ce matin ont pu remarquer qu'il n'y a pas dans cette leçon une obligation de faire tout le plateau. On peut, si vous voulez, se relever avant. On peut freiner, on peut aller plus vite, on peut moduler l'ensemble de la leçon. Et pour moi, je trouve qu'Hébert était très avant-gardiste, donc il a ce principe de liberté d'action. Liberté d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement aux méthodes suédoises, qu'Hébert connaissait ou avait entendu parler, je ne connais pas, si vous voulez, il y a un détail par rapport à ça, mais lorsque l'on donne un mouvement en liberté, lorsque vous donnez donc un exercice à faire, on dit, donc je vais donner un exemple, marche avec rotation du tronc, les trois bas, à gauche d'abord, et puis on dit allez-y, et puis c'est fini. Il n'y a pas d'accompagnement de l'exercice du style 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc on donne le point de départ, et ça c'est la liberté d'action de l'individu qui peut faire l'exercice suivant son propre dosage. Bon, la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent la devise d'Hébert, être fort pour être utile. Donc, dans tous les exercices que nous proposons, nous essayons aussi de promouvoir l'entraide et de respecter cette devise de Georges Hébert, être fort pour être utile, et il ajoute quand même à certains moments pour être utile aux autres. Donc cette pratique, nous la cultivons toujours aujourd'hui. Cette entraide. Attractivité. Ce matin, pour ceux qui étaient là, donc je vous ai montré 3 types de travail, un travail en plateau, un travail en atelier, un travail en parcours. Changer, alterner les parcours, alterner les exercices, changer, ça ce sont des choses qui doivent être pratiquées, qui doivent être cultivées lorsqu'on donne une leçon de méthode culturelle. Et dernier point, utilitaire, donc c'est une gymnastique utilitaire. En principe, si l'idée est être fort pour être utile, ça veut dire que vous devez être capable à un moment donné de sauver quelqu'un dans la rue, vous pouvez être capable de courir après votre tram si vous devez rattraper votre tram, vous devez être capable de porter, vous devez être capable de monter sur une échelle. Donc c'est une gymnastique où l'esprit de compétition n'existe pas, mais où on essaye d'être utile. Donc, d'un côté mon père, de l'autre côté Georges Hébert, et donc je vais essayer de vous faire comprendre comment petit à petit cette méthode a continué à nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. J'ai distingué 4 parties dans mon exposé qui sont tout à fait fictifs, si vous voulez. J'ai 4 périodes. La première période, c'est la période, je dirais, avant la guerre, grosso modo avant la guerre. L'hébertisme est connu en Belgique à travers différents milieux
Donc, il y a le milieu de l'enseignement, il y a le scoutisme, il y a l'armée et même le milieu ouvrier. Excusez-moi. La caractéristique de cette période, c'est que le milieu influence la pratique. Et la pratique, si vous voulez, il y a un échange entre les deux. Et donc, il n'y a pas de mixité. Il y a bien qui est, quand je dis il n'y a pas de mixité, donc il y a des cours pour hommes, il y a des cours pour femmes, ça existe. Mais il n'y a pas de cours avec les hommes et les femmes ensemble. Il y a une très grande homogénéité dans les groupes, hein, si vous verrez quelques photos par après. Si on est dans le milieu du scoutisme, ce sont tous des gens qui ont le même âge, qui ont le même idéal. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, de mélange par rapport au milieu. Et je dois dire aussi que le plateau, donc, pour ceux qui ont vu ce matin ce que j'ai fait, donc la première partie sur un espace réduit, la pratique du plateau domine sur la pratique du parcours. Donc on fait plus de plateau que de parcours à cette époque-là. Donc mon père revient de la guerre, mais pendant la guerre, il a connu un moine dominicain qui s'appelle Émile Anquet, qui est aussi l'aumônier des scouts de Belgique. Et les scouts, comme je vous l'ai expliqué, pratiquaient l'hébertisme avant la guerre. Et donc, mon père, lui, c'était plutôt le côté militaire. Il avait pratiqué dans les camps en Allemagne. Hein, il avait fondé donc, en Allemagne un centre hébert qui s'appelle le Chat, centre hébert et de l'athlétisme. Vous voyez, il n'avait pas encore choisi. Mais donc, il a pratiqué dans les camps allemands, pendant ces 5 ans de captivité, il a pratiqué la méthode naturelle. Avec ce monsieur, ce père dominicain, Émile Anquet, et à la rentrée de la guerre, il met, ce monsieur Émile Anquet met en contact mon père avec un certain Georges Lénissen, qui était le big chief, on va dire, le représentant des hébertistes dans le milieu du scoutisme. On l'appelait le bison, hein, c'est son totem, le bison, pour vous donner un peu une idée de la personne. Et donc, ensemble, ces deux personnages décident de former la Fédération belge d'éducation physique par la méthode naturelle. Ça a lieu en 1948, donc je n'étais pas encore né, j'allais naître l'année d'après. Donc, les premières formations en méthode naturelle ont lieu avec mon père qui était moniteur, qui avait été chez Hébert, et le milieu du scoutisme. Ces formations ont lieu dans le milieu du scoutisme. Alors je vous montre ici vraiment une photo historique. Hein. Vous voyez donc à l'extrême gauche Georges Lénissen, donc le fameux bison, et à l'extrême droite donc mon père, et vous l'avez sans doute reconnu, donc Georges Hébert qui se trouve au milieu. Et donc en 1951, Georges Hébert est venu rendre visite à la jeune Fédération belge d'éducation physique par la méthode naturelle, et il a écrit une lettre très, comment je vais dire, il était très enthousiaste sur le travail des Belges à l'époque, hein, en tout cas. Je crois que toi tu l'as déjà vu. Et donc, le monsieur, il y a quatre messieurs sur la photo, donc le monsieur à côté de Georges Hébert, c'est l'ami de mon père qui avait été aussi prisonnier de guerre. Et donc, ça, Georges Hébert n'était pas dans la fédération. Hein. Je parle des 3 personnages hors de Georges Hébert. Ça a été la colonne vertébrale de la Fédération d'éducation physique à sa naissance. Alors, je vous ai dit que
très tôt, donc, il y a eu des formations qui ont été programmées dans le milieu du scoutisme. Et donc là, ce que vous voyez, c'est une photo que j'ai retirée d'une revue. Donc il y a mon père, et là, vous voyez, il y a un mélange. Il y a deux petits-enfants qui sont là. C'est ma sœur et moi-même. Donc j'ai été surpris de retrouver cette photo dans une revue. Mais ce que je retiens de cette photo, c'est plusieurs choses. Vous voyez que toutes les leçons, les gens sont dévêtus, hein, ils sont torse nu. Ça, ce sont des scouts, donc grande homogénéité. L'ébertisme des milieux dont je vous ai parlé existe encore à ce moment-là. Et donc, on peut quand même, c'est très intéressant, hein, mélanger des adultes et des enfants dans une leçon, mais ce n'était pas vraiment la règle à l'époque. C'est parce que mon père nous a emmenés, si vous voulez, dans ces camps UBR. Très tôt, l'hébertisme en Belgique reconnaît la méthode naturelle plutôt, reconnaît la fédération. Donc la fédération est reconnue par le ministère de la Santé publique. Vous allez voir que c'est une grande importance encore aujourd'hui. Donc, à l'époque, les scouts se connaissent entre eux et il y a des liens qui se créent entre les scouts de Belgique et les scouts italiens. Et encore aujourd'hui, nous sommes toujours en relation avec eux, mais ça, je vais vous expliquer par quel véhicule. Les milieux dominent toujours. Il n'y a pas, malgré cette fédération, les scouts et les officiers de réserve, il n'y a pas vraiment un mélange entre les deux groupes. On se côtoie, on pratique la même gymnastique, mais il n'y a pas ce mélange entre les groupes. Et pas de mixité. Donc, les femmes ont leur centre à elles, les hommes ont leur centre à eux. Et donc, il y a, dans la même localité, on va parler du centre Hébert féminin de Waterloo et du centre masculin de Waterloo. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, d'échange entre les deux. À l'époque, donc dans les années, jusqu'aux années 70, il y a une dizaine de centres qui sont rattachés à la Fédération belge d'éducation physique par la méthode naturelle et principalement dans la région francophone du pays. Donc, bien que, à travers le scoutisme, il y ait des gens qui connaissent l'hébertisme en Flandre, il n'y a pas de centre centres Hébert qui sont créés, qui fonctionnent comme ça se passe dans la partie francophone du pays. À l'époque aussi, donc, mon père avait rencontré un monsieur, je vais vous le présenter après, qui avait, un Français, donc, qui a créé le centre Hébert de la Brève, qui s'appelle Pierre Baron. Et donc les premières rencontres entre mon père et Pierre Baron ont lieu vers ces années-là. Alors je vous ai mis, hein, vous voyez ici, c'est un peu le logo qu'on donnait au moniteur, donc c'est aux couleurs de la Belgique, hein, le rouge, jaune et noir, donc Fédération belge d'éducation physique. Je vous ai dit que c'est exporté vers l'Italie, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens des scouts belges sont partis enseigner donc, la méthode naturelle. Et vous voyez là un ouvrage qui a été édité par un élève de mon père, qui vit toujours d'ailleurs, Cesare Belloni, et il a créé un livre, Essere forti per essere utili, donc être fort pour être utile. Et au milieu, vous voyez un engin qui s'appelle, que nous appelons, nous en Belgique, la clé, hein, qui a été inventé, c'est un engin d'hébertisme, pour nous c'est un engin d'hébertisme, qui a été inventé
par Georges Nélissen, le bison, la personne qui représentait les scouts dans la fédération, si vous voulez. On utilise toujours. Alors je vous ai dit, donc, on a eu très tôt des relations avec les centres français, notamment avec le centre de la Brède. Et donc, vous voyez là un hébertiste convaincu, mais français, hein, Pierre Baron, et donc qui a fondé le centre Hébert de la Brède. Donc la Brède, ça se trouve au nord, au sud de Bordeaux. Les premières rencontres qui ont lieu entre notre fédération et le centre Hébert de Bordeaux, c'est sous forme de, on va dire, compétition parcours chronométré. Donc, on crée une rivalité entre les deux. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, je suis ami avec les enfants de Pierre Baron. Donc, cette amitié, est une amitié qui dure depuis, on va dire, 60 ans. Nous sommes autour des années 65, il n'y a pas une date fixe par rapport à ça. Hein. Mais les vertiges de milieu commencent tout doucement à devenir poreux, si vous voulez. Et qui sont les premières personnes qui viennent suivre les cours en même temps que... En fait, c'est en même temps que leur papa, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les enfants. Donc, à un moment donné, les cours s'ouvrent aux enfants des anciens militaires, aux enfants des scouts. Et donc, c'est par les enfants, si vous voulez, que tout doucement, le milieu commence à s'élargir. Et je me suis posé la question, et j'ai dit, tiens, pourquoi est-ce que c'est dans les centres hommes que ça s'est élargi? Et figurez-vous que c'est assez simple. À l'époque, les cours des dames ont lieu pendant la journée parce que la dame ne travaille pas encore. Donc, les cours dames ont lieu vers 11h du matin, par exemple. Et donc, les enfants sont à l'école et les messieurs sont au travail. Donc, ça explique pourquoi c'est d'abord par les hommes que tout doucement le milieu commence à devenir poreux. Bien que je n'ai pas fait de statistiques, à l'époque quand même, le plateau domine toujours dans les sons. Donc on fait plus de leçons en plateau qu'en parcours. Oui, ce que j'ai oublié de dire, donc, par rapport à les diapositives précédentes, donc, bien que le milieu s'ouvre aux enfants, il y a aussi des activités extra-sportives dans ces centres, et déjà tout doucement, on voit que les familles se connaissent et forment un groupe sans que la dame pratique la leçon pour autant. En 70, donc nous faisons les premiers cours avec l'administration d'éducation physique et des sports. Donc notre fédération a été reconnue relativement tôt, mais tout doucement, si vous voulez, la fédération veut créer des moniteurs qu'elle reconnaît, et donc tout en respectant les cahiers des charges que nous avons établis de commun accord avec l'administration, nos moniteurs sont reconnus et nos moniteurs enseignent dans les centres d'éducation physique par la méthode naturelle, enseignent dans les centres ADEPS, donc dans les centres de l'administration de l'éducation physique et des sports. Et principalement, ce sont des enfants et des adolescents qui sont touchés par ce genre
de cours. Les premières rencontres ont lieu entre les centres. Bon, donc on voit, on sent, si vous voulez, tout doucement cet élargissement des centres et du public qui évolue tout doucement. Et donc on se rencontre, et la façon de se rencontrer, c'est souvent autour d'un parcours chronométré. Vous allez me dire, c'est pas très hébert, si vous voulez, si on fait de la compétition, mais le but c'était de se rencontrer avant tout. Mais j'admets bien volontiers qu'il y a toujours eu un débat au sein de notre fédération pour savoir si c'était de la compétition, si c'était pas de la compétition. Vous voyez, ce débat-là s'installe, ça crée de l'émulation, ça crée de l'auto-émulation. Donc le but c'était de nous retrouver entre hébertistes, et c'était donc ce parcours chronométré qui était l'occasion de ces rencontres. Et également donc les parcours que nous organisions à l'époque, avec quand même un but tout à fait dans les idées d'Hébert, donc on appelait ça les parcours de l'entraide. On appelle ça toujours d'ailleurs les parcours de l'entraide. Donc c'est pas un type tout seul qui court, ça peut, hein, mais c'est aussi une équipe de 3-4 personnes. On leur donne une charge, par exemple, à transporter à travers le parcours. Ils doivent faire tout le parcours avec cette charge. Ils doivent rester solidaires pendant tout le parcours pour aboutir, donc, pour arriver à la fin de ce parcours. Années 70, donc, la mixité commence tout doucement. C'est une ou deux personnes, mais donc ça reste encore timide. En 1982, donc mon père est malade, et donc complètement désintéressé de ce qui avait été sa passion pendant toute sa vie. Et donc il passe la main à un monsieur, un autre basseur, hein, qui s'appelle Béon Hermance. Il a pratiqué l'hébertisme pendant la guerre, dans le milieu du scoutisme. Et quand vous écoutez son témoignage, il dit ouais, hein, j'en ai plus vite. Je vais aller plus vite. Donc c'est un grand partisan des parcours chronométriques. Je vous montre ici donc quelques photos d'un parcours chronométré, et donc tout doucement les milieux disparaissent, et j'ai envie de dire que tout change, et j'appelle ça la troisième partie de la vie de notre fédération. Il y a mixité dans les âges, il y a mixité dans les genres, il y a mixité dans les genres aussi. Donc je dirais que nos cours s'ouvrent à tout le monde. Et vous voyez ici quelques photos d'un centre, d'un parcours, une rencontre intercentre. Parallèlement donc à cela, de 84 à 95, nous tentons de créer une fédération européenne d'hébertisme, avec principalement donc, des centres français. Hein. Il y avait des centres français à l'époque, à La Brette, à Nantes, à Périgueux, à Les-sous-Bois, à Aix-en-Provence, et donc avec notre fédération. Malheureusement, cette initiative échouera, et donc aujourd'hui, il n'y a plus de fédération européenne d'hébertisme. Alors je vous ai dit, donc, on a eu très tôt des relations avec les centres français, notamment avec le centre de La Brette. Et donc, vous voyez là un hébertiste convaincu, mais français, hein, Pierre Baron, et donc qui a fondé le centre hébert de La Brette. Donc La Brette, ça se trouve au sud de Bordeaux. Les premières rencontres qui a lieu entre notre fédération
et le centre Hébert de Bordeaux, c'est sous forme de, on va dire, compétition parcours chronométré. Donc, on crée une rivalité entre les deux. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, je suis ami avec les enfants de Pierre Baron. Donc, cette amitié, est une amitié qui dure depuis, on va dire, 60 ans. Nous sommes autour des années 65, il n'y a pas une date fixe par rapport à ça. Hein. Mais la libertine des milieux commence tout doucement à devenir poreuse, si vous voulez. Et qui sont les premières personnes qui viennent suivre les cours en même temps que, en fait c'est en même temps que leur papa, vous allez comprendre pourquoi, ce sont les enfants. Donc à un moment donné, les cours s'ouvrent aux enfants des anciens militaires, aux enfants des scouts. Et donc c'est par les enfants, si vous voulez, que tout doucement le milieu commence à s'élargir. Et je me suis posé la question, et j'ai dit, tiens, pourquoi est-ce que c'est dans les centres hommes que ça s'est élargi? Et figurez-vous que c'est assez simple. À l'époque, les cours des dames ont lieu pendant la journée parce que la dame ne travaille pas encore. Donc, les cours dames ont lieu vers 11h du matin, par exemple. Et donc, les enfants sont à l'école et les messieurs sont au travail. Donc, ça explique pourquoi c'est d'abord par les hommes que tout doucement, le milieu commence à devenir poreux. Bien que je n'ai pas fait de statistiques, à l'époque, quand même, le plateau domine toujours dans les sons. Donc on fait plus de sons en plateau qu'en parcours. Oui, ce que j'ai oublié de dire, donc, par rapport à les diapositives précédentes, donc, bien que le milieu s'ouvre aux enfants, il y a aussi des activités extra-sportives dans ces centres, et déjà tout doucement, on voit que les familles se connaissent et forment un groupe sans que la dame pratique la leçon pour autant. En 70, donc nous faisons les premiers cours avec l'administration d'éducation physique et des sports. Donc notre fédération a été reconnue relativement tôt, mais tout doucement, si vous voulez, la fédération veut créer des moniteurs qu'elle reconnaît, et donc tout en respectant les cahiers des charges que nous avons établis de commun accord avec l'administration, nos moniteurs sont reconnus et nos moniteurs enseignent dans les centres d'éducation physique par la méthode naturelle, enseignent dans les centres ADEPS, donc dans les centres de l'administration de l'éducation physique et des sports. Et principalement, ce sont des enfants et des adolescents qui sont touchés par ce genre de cours. Les premières rencontres ont lieu entre les centres. Bon, donc on voit, on sent, si vous voulez, tout doucement cet élargissement des centres et du public qui évolue tout doucement. Et donc on se rencontre, et la façon de se rencontrer, c'est souvent autour d'un parcours chronométré. Vous allez me dire, c'est pas très Hébert, si vous voulez, si on fait de la compétition, mais le but c'était de se rencontrer avant tout. Mais j'admets bien volontiers qu'il y a toujours eu un débat au sein de notre fédération pour savoir si c'était de la compétition, si c'était pas de la compétition. Vous voyez, ce débat-là s'installe,
ça crée de l'émulation, ça crée de l'auto-émulation. Donc le but c'était de nous retrouver entre hébertistes, et c'était donc ce parcours chronométré qui était l'occasion de ces rencontres, et également donc les parcours que nous organisions à l'époque, avec quand même un but tout à fait dans les idées des maires, donc on appelait ça les parcours de l'entraide. On appelle ça toujours d'ailleurs les parcours de l'entraide. Donc c'est pas un type tout seul qui court, ça peut, hein, mais c'est aussi une équipe de 3-4 personnes. On leur donne une charge, par exemple, à transporter à travers le parcours. Ils doivent faire tout le parcours avec cette charge. Ils doivent rester solidaires pendant tout le parcours pour aboutir, donc, pour arriver à la fin de ce parcours. Années 70, donc, la mixité commence tout doucement. C'est une ou deux personnes, mais donc ça reste encore timide. En 1982, donc mon père est malade, et donc complètement désintéressé de ce qui avait été sa passion pendant toute sa vie. Et donc il passe la main à un monsieur, un autre passeur, hein, qui s'appelle Béon Hermance. Il a pratiqué l'hébertisme pendant la guerre, dans le milieu du scoutisme. Et quand vous écoutez son témoignage, il dit ouais, hein, j'en ai plus vite. Je vais aller plus vite. Donc c'est un grand partisan des parcours chronométriques. Je vous montre ici donc quelques photos d'un parcours chronométré, et donc tout doucement les milieux disparaissent, et j'ai envie de dire que tout change. J'appelle ça la troisième partie de la vie de notre fédération. Il y a mixité dans les âges, il y a mixité dans les genres, il y a mixité dans les genres aussi. Donc je dirais que nos cours s'ouvrent à tout le monde. Et vous voyez ici quelques photos d'un centre, d'un parcours, une rencontre intercentre. Parallèlement donc à cela, de 84 à 95, nous tentons de créer une fédération européenne d'hébertisme, avec principalement donc, des centres français. Hein. Il y avait des centres français à l'époque, à La Brette, à Nantes, à Périgueux, à Aulnay-sous-Bois, à Aix-en-Provence, et donc avec notre fédération. Malheureusement, cette initiative échouera, et donc aujourd'hui, il n'y a plus de fédération européenne d'hébertisme.